J'ai passé 6 ans à construire le café de mes parents gratuitement. Ensuite, ils l'ont donné à mon frère Isidore qui se croit tout permis. Quand mon père a chuchoté, les habitués partent, j'ai souri et j'ai dit, ils sont partis avec moi. Au moment où il a réalisé ce que je voulais dire, sa voix a tremblé, que avons-nous fait? Pendant 6 ans, j'ai mis toute mon âme dans le café de mes parents, le transformant d'un comptoir à sandwich en faillite en un lieu de rencontre communautaire apprécié, le tout gratuitement. Puis, ils l'ont donné à mon frère. Alors, je suis parti, emportant toutes mes recettes et toute la clientèle du café avec moi. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour voir cela jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux, depuis quel endroit du monde regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'odeur de bière éventée et d'eau de javel me retournait toujours l'estomac, mais ce mardi-là en particulier, l'odeur était accablante. J'étais à 4 pattes dans l'unique salle de bain exiguë du café, frottant les joints du carrelage avec une brosse à dents parce que notre service de nettoyage nous avait fait faux bond. Ma tête martelait, une douleur sourde qui vivait derrière mes yeux depuis 3 jours. J'avais une légère fièvre, mon corps était endolori par l'épuisement, mais l'inspection sanitaire mensuelle avait lieu le lendemain matin. Cela devait être parfait. J'étais au café depuis 4 heures du matin pour préparer la pâte de nos pâtisseries emblématiques, finaliser la nouvelle liste de soupes saisonnières et couvrir l'équipe du matin pour un barista qui s'était porté malade. Il était maintenant 21 heures. C'était ma vie. J'étais Raphaël, la gérante de 30 ans du Petit Recoin, le café de mes parents. Et, gérante, était l'euphémisme du siècle. J'étais la chef, la boulangère, le département des ressources humaines, la créatrice de menus, la responsable des réseaux sociaux et, depuis aujourd'hui, le concierge. J'étais arrivé ici il y a 6 ans, fraîchement sorti de l'école culinaire de Lyon avec un apprentissage prestigieux à mon actif. J'avais trouvé mes parents, Thierry et Corinne, en train de se noyer. Le café était une charcuterie simple et défaillante qu'ils avaient achetée sur un coup de tête. Ils perdaient de l'argent. Le menu manquait d'inspiration et mon père se tuait à la tâche. Juste pour un an, Raphaël avait supplié ma mère. Aide-nous juste à le stabiliser. Alors, je suis resté. J'ai déchiré l'ancien menu et introduit les recettes de ma grand-mère, raffinées grâce à ma formation culinaire. J'ai trouvé des ingrédients locaux, noué des relations avec des fermiers et créé le latte au miel et à la lavande, la signature du Petit Recoin. J'ai formé une équipe de jeunes baristas passionnés. J'ai géré les commandes de traiteurs, le compte Instagram, la paie et la paperasse interminable et écrasante. J'ai fait tout cela sans salaire. C'est pour la famille, disait mon père en me tapotant l'épaule. Nous construisons un héritage. J'avais travaillé 80 heures par semaine, manqué des vacances et versé chaque centime de mes économies dans de nouveaux équipements lorsque l'ancienne machine à expresso a finalement rendu l'âme. Le Petit Recoin n'était pas seulement stable, c'était un incontournable local, le cœur du quartier. Et c'est moi qui l'avais rendu ainsi. Je me suis enfin relevé du carrelage froid, mes genoux craquant en signe de protestation. La fièvre me donnait le vertige. J'avais juste besoin de fermer à clé et de dormir quelques heures avant l'alarme de 4 heures du matin. En traversant le café calme et sombre, j'ai vu une lumière allumée dans le petit bureau du fond. Mes parents étaient là, ainsi que mon frère Isidore et sa femme, Juliette. C'était étrange. Isidore passait rarement à moins d'avoir besoin d'emprunter de l'argent. J'ai entendu le rire aigu et perçant de Juliette. C'est parfait. Oh, Isidore, les enfants auront enfin une certaine stabilité. Mon estomac s'est serré. J'ai poussé la porte, ma main tenant toujours le chiffon humide et taché d'eau de javel. Ils se sont tous figés. Ma mère, Corinne, avait une bouteille de mousseux bon marché sur le bureau. Mon père, Thierry, baissait les yeux, brassant des papiers. Isidore souriait, tenant un jeu de clés et les passe-partout du café, ceux que je gardais dans le coffre-fort. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, la voix rauque. Raphaël, chéri, a commencé ma mère, sa voix trop enjouée. Nous allions te le dire demain. Nous avons une merveilleuse nouvelle. Juliette s'est avancée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Thierry et Corinne prennent enfin leur retraite. Ils viennent de signer tous les papiers. Isidore est le nouveau propriétaire du Petit Recoin. La pièce est devenue silencieuse. Le chiffon a glissé de ma main et a touché le sol avec un bruit mouillé.
J'ai regardé mon frère Isidore, qui avait un emploi instable dans l'immobilier et ne pouvait pas gérer son propre compte bancaire. Ensuite, j'ai regardé mon père, qui refusait toujours de croiser mon regard. Quoi, ai-je chuchoté. Ce simple mot ressemblait à du verre brisé dans ma gorge. C'est pour la famille, ma chérie, a dit ma mère, son sourire se crispant. Isidore a des enfants. Il a une famille à soutenir. Tu comprends? Tu as juste donné un coup de main. Mais lui, il a besoin d'un véritable avenir. C'est son héritage à perpétuer. Donner un coup de main? 6 ans de ma vie, pas de salaire, pas de reconnaissance, pas de jour de congé. Toutes les recettes qui étaient les miennes, le personnel que j'avais formé, la communauté que j'avais bâtie. J'ai regardé la nouvelle machine à expresso que j'avais achetée avec l'argent de mon propre héritage venant de ma grand-mère. Mon père a finalement levé les yeux, ses yeux pleins d'une culpabilité pathétique et familière. Raphaël, c'est juste. C'est la bonne chose à faire pour les petits-enfants. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. La fièvre, l'épuisement et le poids soudain et écrasant de la trahison se sont solidifiés en un seul point froid de clarté dans ma poitrine. J'avais été une imbécile. Je me suis retourné, je suis sorti du bureau et j'ai attrapé ma veste au crochet. J'ai pris le petit carnet relié en cuir sous le comptoir, mon livre de recettes personnelles, celui contenant chaque article emblématique que j'avais jamais créé pour cet endroit. Puis, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai déverrouillée et je suis sorti dans l'air froid de la nuit. J'ai laissé la porte déverrouillée. J'ai laissé les clés sur le comptoir. Je les ai tous laissés debout là, dans le bureau, et je suis parti. La trahison était pire que l'épuisement, pire que la fièvre, pire que les 6 années de travail non rémunéré. C'était absolu. Les premières 24 heures ont été floues. Je suis rentré dans mon minuscule appartement, celui que je pouvais à peine me permettre en gardant des chiens pendant mes heures libres, et j'ai dormi. Je ne pense pas avoir rêvé. Je suis juste tombé dans un vide noir et fiévreux. Quand je me suis réveillé, il faisait de nouveau nuit dehors. Mon téléphone, que j'avais mis sous silence, était un phare clignotant de chaos sur ma table de chevet. 64 appels manqués, la moitié de ma mère, la moitié de mon père. 28 messages textes. 5h15 du matin. Maman, Raphaël, tu as oublié de fermer à clé. L'équipe du matin est là. 6h30 du matin. Maman, où es-tu? La livraison de produits frais est là. 7h15 du matin. Papa, Raphaël, ce n'est pas drôle. 9h20 du matin. Maman, Isidore ne trouve pas les mots de passe de la paix. 10h du matin. Maman, où est la recette du sirop de lavande? Les clients demandent. Midi. Maman, Raphaël, tu es incroyablement égoïste. Appelle-moi maintenant. Je les ai tous lus avec un étrange détachement engourdi. Ma fièvre était tombée, laissant derrière elle une clarté froide et vide. Je me suis fait une tasse de thé. Pas le mélange personnalisé du café, juste un simple sachet générique. Il avait un goût de cendre. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Marcel, mon chef barista. C'était un gentil gamin, à peine 22 ans, et je l'avais formé moi-même. Il était le seul à qui j'avais donné mon numéro de portable personnel pour les urgences. Je suppose que cela en était une. J'ai décroché. Raphaël? Oh, Dieu merci. Il semblait essoufflé. Est-ce que tu vas bien? Tes parents sont là, et ton frère. Raphaël, c'est un désastre. Qu'est-ce qui se passe, Marcel? Ai-je demandé, ma voix plate. Ton frère Isidore, il est aux commandes. Il s'est présenté ce matin avec sa femme, Juliette, et elle a essayé de rationaliser le coup de feu du matin. Elle m'a dit que j'utilisais trop d'expresso par dose et que nous devrions diluer le café infusé à froid pour augmenter les marges. Et Isidore, il est dans le bureau du fond. Je pense qu'il essaie de comprendre la caisse enregistreuse, mais il ne fait que crier. Il fit une pause, et j'entendis un fracas étouffé en arrière-plan. Marcel, poursuivit-il, sa voix tombant dans un murmure. Il ne trouve pas tes recettes. Les fiches plastifiées ont disparu. Le classeur a disparu. Je les ai, Marcel, ai-je dit doucement. Elles sont à moi. Il y eut un long silence. Oh.
Oh, d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Madame Hénon est là pour son scone habituel, mais ta mère a essayé de les faire cuire ce matin en utilisant le pré-mélange de la boîte. Et Raphaël, on dirait des palets de hockey. Madame Hénon. Elle n'est pas contente. J'ai fermé les yeux, imaginant la dame âgée qui venait chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il vente. Je connaissais sa commande par cœur, un scone aux myrtilles et au citron, glaçage supplémentaire, et un petit café noir. Ce n'est pas ton problème, Marcel, ai-je dit. Ce n'est plus mon problème non plus. Ta loyauté est appréciée, mais tu dois penser à toi. Je ne reviendrai pas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, postulant à des emplois en ligne. Des postes de chef, de cuisinier, même de barista. Mon CV était compliqué, 6 ans de gestion de haut niveau, de conception de menus et d'expérience opérationnelle, le tout au même endroit. Tout pour la famille, tout sans salaire. Comment expliquer cela? Pendant que je tapais, une pensée interne, une pensée que j'avais réprimée pendant des années, a refait surface. C'était un petit fait froid et dur que j'avais gardé sous clé. Ils avaient oublié le bail. Mon père avait été le signataire original il y a des années. Mais lorsque nous avions fait la grande rénovation 3 ans auparavant, celle que j'avais conçue et supervisée, celle pour laquelle j'avais payé les nouveaux équipements avec mon héritage, nous avions dû renégocier avec le propriétaire. Mon père, avec son mauvais crédit, ne pouvait pas obtenir le prêt pour les améliorations. Alors, je l'avais fait. Et pour garantir le prêt, le propriétaire avait insisté pour que mon nom soit ajouté au bail en tant que locataire principal et responsable des opérations. J'avais été si occupé, si épuisé, que j'avais signé les papiers et oublié l'affaire. Mais ils avaient oublié aussi. Ils avaient oublié que même s'ils possédaient l'entreprise, j'étais l'une des personnes qui contrôlait légalement l'espace. Cette pensée, cette petite graine d'idée, était la première chose qui me faisait me sentir vivante depuis des jours. J'ai ressorti mes vieux dossiers. J'ai trouvé la copie scannée du bail. Mon nom était là, juste à côté de celui de mon père. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau texto de ma mère. Maman, ton frère est le propriétaire maintenant. Raphaël, le fait que tu partes est une trahison envers cette famille. Nous t'avons donné un endroit où travailler pendant 6 ans, et c'est comme ça que tu nous rembourses. J'ai regardé le message. J'ai regardé le contrat de bail sur mon écran. Ils avaient oublié une chose cruciale. Je n'ai pas répondu. J'ai juste enregistré le document dans un nouveau dossier sur mon bureau d'ordinateur. Pour comprendre la trahison, vous devez comprendre ma famille. Mon père, Thierry, est un rêveur. Il aime l'idée d'une charmante entreprise familiale, mais il déteste la réalité des fournées de 4 heures du matin et des toilettes bouchées. Ma mère, Corinne, est la pragmatique, ce qui signifie qu'elle est obsédée par les apparences et le statut. Et puis il y a mon frère Isidore. Isidore a toujours été l'enfant chéri. Il était le premier-né, le fils. Il a eu la nouvelle voiture, les frais de scolarité à l'université, les prêts sans fin pour démarrer sa série d'entreprises ratées. J'étais la responsable. J'avais de bonnes notes, une bourse et l'attente que je nettoierais le désordre des autres. Quand je suis revenu de l'école culinaire, j'étais sur un nuage. J'avais travaillé 16 heures par jour dans une cuisine étoilée au guide Michelin, et j'adorais ça. J'avais une voie toute tracée. Puis j'ai vu le café. Mes parents y avaient englouti leur retraite, et il était en faillite. Mon père avait l'air gris et vaincu. Ma mère était larmoyante et hystérique. C'était le rêve de Thierry, pleurait-elle. Nous allons perdre la maison. Alors, je suis resté. J'ai mis mes rêves en pause pour sauver les leurs. La première année, c'était du triage. Je travaillais de l'ouverture à la fermeture, je dormais 4 heures et je recommençais. J'ai supprimé les articles inutiles, introduit un menu simple et frais, et lentement, les habitués ont commencé à venir. Pas pour le café faible de mes parents, mais pour ma soupe tomate basilic, pour mon gâteau au chocolat sans farine. Après avoir stabilisé les finances, j'ai voulu partir. Pas encore, disait ma mère. Nous commençons juste à nous remettre sur pied. Que ferions-nous sans toi? Puis Isidore a épousé Juliette. Juliette était soignée, avec des ongles parfaits,
un vague emploi d'influenceuse et une colonne vertébrale en acier pur et inaltéré. Elle voyait le café, qui était maintenant prospère, comme une banque personnelle. Elle amenait les enfants et les laissait courir partout, exigeant de la nourriture gratuite pour son groupe de jeux et se plaignant bruyamment si les lattes n'étaient pas parfaits. « C'est une entreprise familiale, n'est-ce pas ?» disait-elle avec un rire tintinnabulent. « Nous sommes une famille. » C'est elle qui a commencé à parler d'héritage. « Isidore doit penser à ses enfants, Thierry, l'avais-je entendu dire à mon père à Noël dernier. Il a besoin de quelque chose de stable, quelque chose à transmettre. Ce petit café est parfait. » Je l'avais balayé du revers de la main. Comment pouvait-il transmettre quelque chose qu'il ne savait même pas gérer? Sûrement mes parents, qui m'avaient vu sacrifier ma vingtaine pour cet endroit, verraient à quel point c'était ridicule. Mais j'avais sous-estimé Juliette. Elle était experte pour peindre Isidore comme un père responsable luttant contre le monde, tandis que j'étais peinte comme l'amateur insouciant et sans enfant qui ne faisait que jouer au restaurant. Le lendemain de mon départ, j'ai reçu un texto d'elle. Pas d'un numéro bloqué, mais du téléphone d'Isidore. Téléphone d'Isidore, je sais que tu es contrarié, Raphaël, mais tu dois être une adulte. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Isidore est le propriétaire maintenant et tu dois venir lui montrer comment faire fonctionner le grand four et je ne trouve pas la liste des fournisseurs pour le bon chocolat. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Il est ignoré. Quelques heures plus tard, un nouveau texto. Téléphone d'Isidore, si tu ne m'envoies pas la recette des scones d'ici demain, je vais juste en trouver une nouvelle en ligne. Tes recettes secrètes ne sont pas si spéciales. La cruauté désinvolte de la chose était stupéfiante. J'avais développé cette recette de scones pendant des mois, un équilibre parfait de zeste de citron et de beurre. C'était la meilleure vente du café. J'ai su alors que ce n'était pas seulement la faiblesse de mes parents, c'était un coup d'état orchestré par Juliette. Elle les avait convaincus qu'Isidore, avec sa famille, méritait l'entreprise que j'avais bâtie, et que moi, la fille célibataire et sans enfant, n'était qu'un tremplin. Mon père était trop faible pour la combattre, et ma mère était trop aveuglée par l'idée de petits-enfants et d'héritage pour voir l'injustice. Ils avaient remis l'œuvre de ma vie aux deux personnes les plus incompétentes que je connaisse. J'ai ressenti une colère soudaine et vive qui a brûlé le reste de mon engourdissement. Ce n'était pas seulement à propos du café. Ce n'était pas seulement à propos des 6 années qu'il m'avait volées. C'était à propos de la supposition que mon travail, mes compétences et mon sacrifice étaient sans valeur parce que je n'avais pas de mari et d'enfant. J'ai regardé à nouveau le bail sur mon écran d'ordinateur. Ils avaient oublié une chose cruciale. J'ai pris mon téléphone, mais je n'ai pas appelé ma famille. J'ai appelé une avocate. Mon avocate, une femme perspicace nommée Aline, a écouté toute mon histoire sans m'interrompre. J'ai tout étalé, les 6 années de travail non rémunéré, les recettes, l'argent de l'héritage que j'avais englouti dans les rénovations, et la pièce à conviction critique finale, le contrat de bail avec mon nom dessus. Quand j'ai fini, elle a cliqué sur son stylo et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Raphaël, a-t-elle dit, ils n'ont pas juste oublié une chose, ils ont tout oublié. Vous n'êtes pas seulement une locataire sur ce bail, vous êtes une associée. » Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez rempli les fonctions d'une associée opérationnelle pendant 6 ans. Vous avez investi votre propre capital. Elle a tapoté les relevés bancaires que j'avais apportés, montrant le virement pour la machine à expresso. Vous avez géré toutes les opérations, et vous l'avez fait sans compensation. Ce n'est pas seulement un conflit familial. C'est un cas clair d'enrichissement sans cause et de rupture de contrat de partenariat, même s'il s'agissait d'un contrat non écrit. Elle a expliqué le piège intelligent dans lequel j'étais tombé ou plutôt, qu'ils avaient construit pour eux-mêmes. En ajoutant mon nom au bail pour garantir le prêt de rénovation, ils m'avaient légalement lié au destin de l'entreprise. Et en transférant la propriété à Isidore sans mon consentement, ils avaient violé ce bail. Mais ils possèdent l'entreprise, la SARL, ai-je argumenté. Ils possèdent le nom, a corrigé Aline. Mais vous, Raphaël, vous co-contrôlez l'emplacement. Et un café sans emplacement n'est qu'un livre de recettes, qui, soit dit en passant, sont votre propriété intellectuelle puisque vous n'avez jamais signé de contrat de travail contre rémunération. Le plan que nous avons formulé était simple. Nous n'allions pas nous battre avec eux pour la propriété qu'ils avaient donnée à Isidore. Nous allions les laisser l'avoir pour l'instant. Faites-la morte, a conseillé Aline. Ne répondez pas à leurs appels.
Laissez-les voir ce que vaut vraiment l'entreprise sans vous. En attendant, je vais rédiger une lettre à votre propriétaire et une lettre de mise en demeure formelle pour vos parents. Nous commencerons par vos arriérés de salaire. Elle a fait le calcul. 6 ans à raison de 60 heures par semaine selon une estimation prudente. Nous savions toutes les deux que c'était plus à un salaire modeste de gérante, plus les heures supplémentaires, plus le coût de l'équipement que j'avais payé. Le chiffre était ahurissant. Pendant ce temps, le café implosait. Marcel était mon informateur, bien que je l'ai exhorté à trouver un autre emploi. C'est une catastrophe ferroviaire, Raphaël. Je ne peux pas détourner le regard, m'avait-il envoyé par texto. Jour 3, Juliette a essayé de changer le menu. Elle en a imprimé de nouveau sur du papier bon marché avec des images clipart. Elle a remplacé ta quiche du marché fermier par une quiche rapide faite à partir de fonds de tarte achetés en magasin, et elle a augmenté les prix sur tout. Puis jour 4, Isidore a essayé de réparer la machine à expresso avec une clé anglaise. Il y a de l'eau partout. Nous ne servons que du café filtre. Il blâme l'équipement de mauvaise qualité que tu as acheté. La meilleure ou la pire mise à jour est arrivée le 5e jour. Juliette redécore. Elle a mis du foliaire partout et un panneau vivre, rire, aimer au-dessus du comptoir. Elle passe sa propre playlist patronne cool. C'est que de la musique pop. Madame Hénon est entrée, a jeté un coup d'œil et est sortie. Elle a dit, ce n'est pas le recoin. Pendant que Juliette s'occupait de détruire l'ambiance, Isidore détruisait la réputation. Il était impoli avec les clients, les blâmant pour les commandes confuses. Il avait été surpris en train de fumer à l'arrière, laissant le comptoir avant complètement sans surveillance. La vie Yelp élogieux de 4,8 étoiles que j'avais minutieusement construit était en chute libre. Pire service de tous les temps, disait un nouvel avis. Les nouveaux propriétaires sont une blague. Qu'est-il arrivé à Raphaël? Le café a le goût d'eau brûlée, et le nouveau gérant, le fils du propriétaire, était incroyablement impoli, disait un autre. Quel dommage. C'était mon endroit préféré. Les habitués partaient. Le café que j'avais construit mourait. Et en regardant cela se produire, j'ai ressenti un calme étrange et froid. Je n'étais plus une victime. J'étais une stratège. Aline a envoyé la première lettre, une demande formelle pour 6 ans d'arriérés de salaire, détaillée et calculée au centime près. Elle a été livrée par coursier au domicile de mes parents. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a explosé. Cette fois, ce n'était pas seulement mes parents. C'était Isidore. Il n'a pas appelé. Il a juste envoyé un texto. Tu n'auras pas un seul centime. Espèce de sorcière égoïste. Papa est tellement stressé. Son cœur lui fait mal. Tout est de ta faute. Puis mon père a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Raphaël, chéri, s'il te plaît. Sa voix était une chose faible et avide. Cette avocate, c'est une erreur. Tu déchires la famille. Nous pouvons en parler. Appelle-moi juste. J'ai enregistré le message vocal. Aline m'avait dit de le faire. La véritable enquête, cependant, portait sur Isidore. Aline, avec son réseau, avait engagé un détective privé. Juste une intuition, avait-elle dit. L'intuition a payé. Isidore n'était pas seulement instable dans l'immobilier, il se noyait dans les dettes. Il avait 2 procès en cours contre lui pour des affaires qui avaient mal tourné et une kyrielle de créanciers. On ne lui avait pas juste donné le café comme héritage, on le lui avait donné comme une bouée de sauvetage, un actif générant des liquidités contre lequel il pouvait emprunter. Et c'est exactement ce qu'il avait fait. Le lendemain du transfert de propriété, il avait déjà contracté un prêt massif contre l'entreprise. Ils ne lui ont pas juste donné le café, Raphaël, a dit Aline, la voix sombre. Ils ont lié sa valeur entière à sa dette toxique personnelle. Il va les mettre en faillite. Le piège était tendu. Maintenant, nous devions juste attendre qu'il tombe dedans. La première confrontation a eu lieu, comme je l'avais prévu, dans mon appartement. Ils n'ont pas appelé. Ils se sont juste présentés. Ma mère, mon père et Isidore. Je les ai vus à travers le Judas. Ma mère, Corinne, avait l'air furieuse, son visage un masque d'indignation pincé. Isidore avait l'air suffisant,
rebondissant sur ses talons comme s'il avait déjà gagné. Mon père, Thierry, avait juste l'air gris et épuisé, se tenant un pas derrière eux. J'ai ouvert la porte. Raphaël, Dieu merci. Ma mère m'a bousculé pour entrer dans mon minuscule salon. Nous devons parler. Tu dois rappeler cette avocate. C'est une lettre de mise en demeure, maman, ai-je dit, restant près de la porte ouverte. C'est une demande de paiement pour service rendu. Service rendu? Elle a raillé. Tu étais de la famille. Nous t'avons donné un endroit où aller. Vous m'avez donné une entreprise en faillite que j'ai transformée en succès, ai-je dit, ma voix égale. J'ai regardé Isidore. Un succès que tu parviens à détruire en moins d'une semaine. L'entreprise va bien, a claqué Isidore. C'est une période de transition. Le personnel est paresseux. Surtout ce gamin, Marcel. J'ai dû le virer. Mon sang s'est glacé. Tu as viré Marcel. Il était insubordonné, a dit Isidore avec un haussement d'épaule. Et il n'arrêtait pas d'oublier comment faire les choses à ma façon. Nous sommes mieux sans lui. Ta façon, ai-je dit. Diluer le café et servir des mélanges en boîte? C'est ça ton grand plan d'affaires? Ça s'appelle la rentabilité, Raphaël, a dit Juliette, émergeant du couloir. Je ne l'avais même pas vue. Elle s'était cachée, écoutant. Quelque chose dont tu ne sais clairement rien. Tu ne faisais que donner des choses gratuitement. Je construisais une communauté, ai-je répliqué. Quelque chose dont tu ne sais rien. Assez. Mon père a finalement parlé. Sa voix était tendue. Raphaël, ce nombre, cette somme d'argent. C'est ridicule. Nous ne l'avons pas. Vous l'aviez, ai-je dit. L'entreprise l'avait avant que vous ne la lui donniez. J'ai regardé Isidore. Tu as déjà contracté un prêt contre le café, n'est-ce pas? Le lendemain du jour où tu l'as eu. L'air suffisant d'Isidore s'est évaporé. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Quoi? Isidore? De quoi parle-t-elle? Elle ment, a crié Isidore, son visage devenant rouge. Elle essaie de t'empoisonner contre moi. Vraiment, ai-je dit. J'ai sorti un dossier de ma table basse. Aline m'avait dit de garder des copies car c'est un dépôt public. Une inscription de privilège mobilier contre la SARL du Petit Recoin pour 46 000 € envers un créancier que je sais que tu esquives depuis des mois. Tu n'as pas eu le café comme cadeau, Isidore. Tu l'as eu comme un sauvetage, et tu l'as déjà grevé de ta dette personnelle. Le visage de ma mère est devenu blanc. Elle s'est tournée vers mon père. Thierry, tu m'as dit que c'était pour assurer son avenir, pas pour payer son passé. Mon père ne pouvait pas parler. Il fixait juste le papier dans ma main. Il va vous couler, ai-je dit, ma voix calme. Il va prendre l'entreprise que j'ai bâtie, l'entreprise que vous possédez depuis 20 ans, et il va la conduire à la faillite en moins de 6 mois. Tout cela parce que vous étiez si désespéré de lui donner quelque chose qu'il n'a jamais mérité. Juliette s'est jetée en avant, son masque de raffinement complètement disparu. Tu n'as aucun droit. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu n'étais que l'aide. Tu n'allais jamais avoir le café. Je ne veux pas du café, ai-je dit, et la vérité de ces mots m'a surprise. Il veut juste ce qu'on me doit. 6 ans de ma vie. Tu n'auras rien, a hurlé Isidore, sa voix se brisant. C'est à moi. C'est tout à moi. C'est là que tu as tort, ai-je dit. J'ai sorti le deuxième document. Ceci est une copie du bail pour le bâtiment, celui avec mon nom dessus. En tant qu'associé opérationnel, tout transfert de propriété ou la contraction de nouvelles dettes contre l'entreprise nécessitait ma signature, ce qu'il n'a pas. J'ai regardé mon père. Tu as violé le bail, papa. Et toi, j'ai regardé Isidore, tu as commis une fraude bancaire. Le silence dans la pièce était absolu. La mâchoire de Juliette était au sol. Ma mère avait l'air d'être sur le point de vomir. Mon père, Thierry, a dû s'appuyer contre le mur, la main sur le cœur. Vous avez reçu une demande de paiement, ai-je dit, ma voix glaciale. Mon avocate, Aline, prendra contact pour les prochaines étapes. Maintenant, sortez de mon appartement. Personne n'a bougé. J'ai dit, sortez.
Ma mère, pour la première fois de ma vie, avait l'air vraiment effrayée. Ils sont sortis en traînant les pieds, un gâchis vaincu et pathétique. Isidore a été le dernier à partir. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et m'a regardé, les yeux pleins d'une haine venimeuse dont je ne le savais pas capable. « Tu as ruiné cette famille » a-t-il chuchoté. « Non, Isidore » ai-je dit, et j'ai fermé la porte à son nez. « Vous avez tous fait ça vous-même. » Les retombées ont été immédiates. Mon père a, comme on pouvait s'y attendre, eu une alerte de santé. Ma mère l'a utilisée comme une arme. « Il est à l'hôpital » a-t-elle hurlé sur ma messagerie vocale. Son cœur. Le stress que tu as causé. Les médecins disent qu'il a besoin de repos. Comment as-tu pu faire ça à ton propre père? J'ai appelé l'hôpital. Il était en observation pour hypertension. Il avait été libéré le jour même. Pendant ce temps, Isidore et Juliette étaient en mode panique totale. Ils essayaient de liquider. Ils ont organisé une grande vente de réouverture, cassant les prix sur tout. Ils vendaient les moulins haut de gamme, les tasses personnalisées, même les tables en bois rustique que j'avais passé un week-end à revernir moi-même. Ils essayaient de presser chaque dernière goutte d'argent de l'endroit avant que le mensonge que j'avais exposé ne s'effondre sur eux. Mais le vrai dossier se construisait sur un autre front. Après avoir viré Marcel, il s'était senti perdu. J'avais proposé de l'aider à trouver un nouvel emploi, mais il avait dit, d'abord, je veux t'aider. Il a commencé à parler aux autres membres du personnel qui avaient été licenciés ou avaient démissionné. 2 des jeunes baristas qu'Isidore avait laissés partir pour avoir été loyaux envers Raphaël se sont manifestés. Ils ont raconté des histoires d'Isidore prenant de l'argent dans la caisse à la fin de la nuit et le mettant directement dans sa poche bien avant même d'avoir enregistré les ventes de la journée. Il n'était pas seulement endetté, il détournait activement des fonds. Puis Aline a trouvé le gros morceau. L'emploi immobilier instable n'était pas seulement instable, il était frauduleux. Isidore et sa femme, Juliette, étaient impliqués dans une escroquerie immobilière à petite échelle, convainquant des personnes âgées de souscrire à des prêts hypothécaires inversés qui étaient en fait des prêts prédateurs à taux d'intérêt élevés. Avec la commission canalisée vers une société écran appartenant à Juliette. Ce ne sont pas juste des amateurs, Raphaël, a dit Aline, la voix tranchante. Ce sont des criminels et ils utilisent le bon nom de tes parents, et maintenant ton café, comme base pour leurs opérations. Le prêt du café n'était pas pour ces vieilles dettes. C'était pour couvrir un nouveau procès beaucoup plus sérieux auquel ils font face. Les pièces se sont mises en place. Le désespoir, le besoin d'obtenir une entreprise stable. Ils cherchaient un actif propre à saigner à blanc. Il était temps pour la deuxième confrontation. Celle-ci n'était pas pour moi. C'était pour mes parents. J'ai appelé ma mère. J'arrive. Nous allons parler, avec ou sans avocat, et vous devez être là, tous les deux. Je suis arrivé chez eux. C'était la première fois que j'y allais depuis des mois. Le jardin dont je m'occupais était envahi par les mauvaises herbes. Je les ai trouvés dans la cuisine, assis à la table en silence. Ils paraissaient plus vieux, vaincus. Je ne suis pas là pour parler de mes arriérés de salaire, ai-je dit en posant un dossier épais sur la table. Je suis là pour parler d'Isidore. Nous ne voulons pas entendre ça, a dit ma mère, sa voix faible. Vous devez, ai-je dit. Il n'est pas seulement endetté, maman. C'est un criminel. Lui et Juliette sont poursuivis pour fraude. Il s'attaque aux personnes âgées. J'ai étalé les documents, les statuts de la société écran de Juliette, le témoignage de la famille d'une des victimes. C'est un mensonge, a chuchoté mon père. Mais il a ramassé le papier. Il l'a lu. Ses mains ont commencé à trembler. Il a contracté le prêt de 46 000 € contre le café pour payer la compte de l'avocat sur cette affaire, ai-je expliqué. Il ne fait pas seulement couler le café, maman. Il l'utilise pour financer ses crimes et ceux de Juliette. Il fait de toi et papa des complices. Ma mère a commencé à pleurer, un sanglot sec et déchirant. C'est notre fils. Il fait juste. Il fait des erreurs. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit, ma voix montant pour la première fois. C'est un schéma. Vous l'avez encouragé toute sa vie. Et vous avez sacrifié ma vie, mon travail, mon avenir pour le soutenir. Et pourquoi? Pour qu'il puisse vous détruire, vous aussi. Mon père a mis sa tête dans ses mains.
Quoi? Qu'est-ce qu'on fait, Raphaël? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez l'arrêter, ai-je dit. Le transfert de l'entreprise, le prêt, tout est invalide. Nous pouvons prouver que cela a été fait sous des prétextes frauduleux. Nous pouvons annuler le transfert, mais vous devez être ceux qui le font. Choisir, a pleuré ma mère. Entre nos enfants. Non, ai-je dit, la glace revenant dans ma voix. Vous allez choisir entre votre fils et votre propre survie. Parce que si vous le laissez continuer, il prendra cette maison. Il prendra vos économies. Il prendra tout comme il a essayé de me prendre. Et il ne clignera même pas des yeux. Je me suis levé. Aline, mon avocate, attend votre appel. Elle peut vous aider à déposer la plainte, ou vous pouvez rester assis ici et attendre que la police se présente quand tout son château de cartes s'effondrera. J'ai laissé le dossier sur la table. Alors que je marchais vers la porte, la voix de mon père, petite et brisée, m'a arrêté. Raphaël, il est au café. Il rencontre quelqu'un. Un investisseur. Il a dit que ça allait nous sauver. J'ai regardé ma montre. Il était 19 heures. Le café était fermé depuis des heures. Il ne vous sauve pas, papa, ai-je dit. Il vend les dernières pièces. Je savais ce que je devais faire. Cela n'allait pas être une bataille juridique silencieuse. Cela allait se terminer ce soir. Le café était sombre, mais je pouvais voir une faible lumière allumée dans le bureau du fond. J'avais toujours ma clé d'origine, celle qu'il n'avait jamais demandée, celle que j'avais fait faire il y a 6 ans à la quincaillerie. Elle a glissé dans la serrure avec un clic familier et discret. Je me suis glissé à l'intérieur. Le café était un fantôme. Le foliaire que Juliette avait accroché s'affaissait. Le panneau vivre, rire, aimer était de travers. Ça sentait le café rassis et le désespoir. J'ai entendu des voix venant du bureau. Celle d'Isidore, et celle d'un autre homme, plus profonde et plus rude. Donc tu obtiens le titre de tout l'équipement de cuisine libre de tout lien, disait Isidore, sa voix haute et rapide. La machine à expresso vaut 18 400 € à elle seule, mais je suis prêt à me séparer du lot complet pour 13 800 € en espèces ce soir. Et les propriétaires? Les parents, a demandé l'homme. Ils sont d'accord. Ils ont signé. C'est tout à fait légal, a menti Isidore. J'ai marché jusqu'au panneau de disjoncteur principal caché dans le garde-manger. Je le connaissais comme le fond de ma poche. D'un coup sec, j'ai abaissé l'interrupteur principal. Tout le café, y compris le bureau du fond, a été plongé dans l'obscurité totale. C'est quoi ce bordel, a tonné la voix de l'homme. C'est juste un fusible, a jappé Isidore. Reste ici. J'ai entendu la porte du bureau s'ouvrir et Isidore tâtonner pour entrer dans la pièce principale. Qui est là? J'ai allumé la puissante lampe de poche que j'avais apportée. Y ai dirigé le faisceau directement sur son visage. Il s'est figé. Un animal terrifié pris dans la lumière, sa main tendue. Bonjour, Isidore, ai-je dit, ma voix résonnant dans la pièce vide. Raphaël? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être ici. C'est une vente de propriété privée, Isidore, a dit l'autre homme, émergeant du bureau en utilisant son propre téléphone comme lumière. C'était un grand homme imposant, et il avait l'air en colère. C'est qui, ça? Elle n'est personne, a hurlé Isidore. Je suis Raphaël, ai-je dit, déplaçant le faisceau de lumière vers le nouvel homme. Je suis l'associé opérationnel de cette entreprise et la co-signataire du bail de ce bâtiment. Et toi? J'ai ramené la lumière sur mon frère, tu commets une fraude. De quoi elle parle, gamin, a dit l'homme en se tournant vers Isidore. Elle ment. Je suis le propriétaire. J'ai les papiers. Vraiment, ai-je dit. J'ai marché jusqu'au comptoir. Et juste comme je les avais entendus, des portières de voiture ont claqué dehors. La porte d'entrée du café s'est ouverte brusquement, et la pièce a été inondée de lumière. C'étaient mes parents, mais ils n'étaient pas seuls. Aline était avec eux, tout comme 2 officiers de police. Ma mère, le visage taché de larmes mais déterminée avec une nouvelle résolution fragile, a pointé un doigt tremblant vers Isidore. C'est lui, a-t-elle dit. C'est notre fils, et il nous vole. C'était le moment.
L'expression sur le visage d'Isidore, le choc pur et sans filtre, était quelque chose que je n'oublierai jamais. Sa suffisance, son sentiment que tout lui est dû, tout s'est dissous, laissant derrière le garçon terrifié et sans volonté qu'il avait toujours été. « Maman, papa, quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il bégayé. « C'est fini, Isidore, » a dit mon père, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des années. Il tenait le dossier que je lui avais donné. « Tout est fini. » Juliette, qui avait dû attendre dans la voiture, a soudainement couru à l'intérieur. « Qu'est-ce qui se passe, Isidore ? Qui sont ces gens ? » Elle a vu la police. Elle m'a vu, et son visage s'est tordu. « Toi, a-t-elle crié vers moi. Tu as fait ça. Tu. Espèce de sorcière. Madame, a dit l'un des officiers, vous devez vous calmer. Il vend des actifs qui ne lui appartiennent pas, officier, a dit Aline en s'avançant, tout en calme professionnel. Ce transfert d'entreprise était frauduleux, et nous avons des raisons de croire que monsieur Isidore et sa femme, Juliette, sont impliqués dans plusieurs autres crimes financiers. Comme sur un signal, un deuxième ensemble de voitures de police s'est arrêté. Ce n'étaient pas des flics locaux. C'étaient des détectives. Quelqu'un, probablement de l'autre affaire de fraude, avait été informé. L'investisseur qu'Isidore rencontrait, voyant les uniformes, a levé les mains. Et, je suis en dehors de ça. Le gamin a dit que c'était une vente légale. Je pars. Il a sagement reculé hors du café. Juliette a commencé à faire de l'hyperventilation. Nous n'avons rien fait. C'est une affaire de famille. Cela a cessé d'être une affaire de famille, Juliette, ai-je dit, quand tu as décidé d'utiliser les économies de toute une vie de mes parents pour financer tes escroqueries. Mon père, dans un dernier moment puissant de réalisation, s'est avancé vers son fils. Tu nous as menti. Tu nous as volés. Tu as brisé le cœur de ta mère, Isidore. Isidore a regardé de mon père à ma mère, à la police, et finalement à moi. Il n'avait rien. Plus de mensonges, plus de protecteurs. Il était enfin vide. Alors que les officiers commençaient à les séparer, leur lisant leurs droits pour les autres charges de fraude plus graves, mon père s'est tourné vers moi. Son visage était une ruine de honte et de chagrin. Il n'a rien dit. Il a juste plongé la main dans sa poche et m'a tendu le jeu original de clés du café, celui qu'il avait donné à Isidore. Je les ai prises de sa main tremblante. Le métal froid semblait incroyablement lourd. J'ai regardé autour du café sombre et brisé mon café. J'ai marché jusqu'au boîtier de disjoncteur, et avec un bruit sourd, j'ai rallumé les lumières. La chute a été rapide et totale. Le monde d'Isidore et Juliette s'est effondré. Face à la montagne de preuves de leur escroquerie de pré-prédateurs, combinée à la propre plainte pour fraude de mes parents concernant le café, ils n'avaient pas le choix. Ils ont tout perdu. Le café a été remis au nom de mes parents. Le prêt frauduleux a été annulé. Isidore et Juliette ont tous deux fait face à des conséquences juridiques importantes, se terminant par une négociation de peine désordonnée qui impliquait une mise à l'épreuve. Des travaux d'intérêt général et une ordonnance de restitution si importante qu'elle les suivrait pour le reste de leur vie. Mes parents se sont retrouvés avec une entreprise vidée de sa substance, et une famille encore plus vidée. Ils ont dû vendre leur maison pour couvrir leurs propres frais juridiques et pour commencer à rembourser les dettes qu'Isidore avait accumulées en leur nom. Et moi, je n'ai pas repris le café. Je ne pouvais pas. Retourner dans cet espace, c'était comme retourner dans une vie qui était devenue trop petite pour moi. La trahison avait brûlé mon ancien sens du devoir. Mais on me devait toujours quelque chose. Mon avocate, Aline, a été brillante. Nous avons pivoté du procès familial à un procès professionnel. J'ai déposé une réclamation formelle contre l'entreprise, la SARL du Petit Recoin, pour mes 6 ans d'arriérés de salaire, mon investissement personnel et la propriété intellectuelle de mes recettes. Mes parents, humiliés et brisés, ne se sont pas battus. Ils ne pouvaient pas. Ils ont transigé. Ils ont vendu le café et l'emplacement, le nom, la carcasse à une chaîne. Les maigres profits qu'ils ont réalisés me sont revenus presque entièrement. Ce n'était pas la somme faramineuse totale qu'on me devait, mais c'était assez. C'était un début. 6 mois plus tard, j'ai utilisé cet argent comme à compte. Pas pour un café, mais pour un petit studio lumineux dans une autre partie de la ville.
Je l'ai appelé l'atelier. Ce n'était pas un café, c'était un atelier. J'ai commencé petit, en faisant des commandes personnalisées et, surtout, en enseignant. J'ai donné les cours de pâtisserie que j'avais toujours voulu donner, partageant les recettes que je m'étais battu pour récupérer. Marcel, mon fidèle chef barista, est devenu mon premier employé. C'était un enseignant né et les jeunes l'adoraient. Environ un mois après notre ouverture, mon père est entré. Il était plus mince et le gris de ses cheveux était plus prononcé. Il est resté longtemps près de la porte, regardant simplement j'enseignais à une classe de retraités comment plier correctement la pâte à croissant. Quand le cours a été terminé, il s'est approché du comptoir. « Raphaël » a-t-il dit, la voix basse. Il a poussé un petit sac en papier froissé sur le comptoir. J'étais à l'épicerie. Ils avaient cette lavande que tu as toujours aimée. J'ai regardé dans le sac. C'était un petit bouquet de lavande locale et biologique. Merci, papa, ai-je dit. C'est magnifique ce que tu as construit ici, a-t-il dit en regardant autour de lui. C'est tout toi. Ça l'est, ai-je dit. Ce n'était pas froid, mais c'était ferme. C'était une limite. Ta mère. Elle aimerait te voir. Tu lui manques. Je suis là, papa, ai-je dit en faisant un geste vers ma nouvelle vie. Je ne me cache pas, mais je ne suis pas. Je ne suis pas celle que j'étais. Il a hoché la tête, comprenant. C'était la première fois de ma vie qu'il me voyait vraiment, non pas comme un système de soutien, mais comme une personne. Il a laissé la lavande et est sorti. Ce n'était pas un pardon, pas vraiment. Et ce n'était pas une réconciliation complète. C'était juste un début. Un nouveau début fragile construit sur une fondation de vérité au lieu d'obligation. Cette nuit-là, alors que je fermais mon propre studio à clé, mes propres clés à la main, j'ai ressenti un sentiment de paix dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Je n'avais pas seulement récupéré mes recettes. J'avais récupéré ma vie. Le café avait été le rêve de mes parents, un rêve que j'avais été forcé de porter. L'atelier était le mien.